Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Je veux m'assurer que nous sommes déjà en direct. Euh, et merci à tous ceux qui vont se connecter pour être avec nous en ce moment-ci. Je suis déjà sur place. Pour le moment, ce que je vais demander aux uns aux autres, c'est de voir comment partager un maximum cette vidéo, essayer de donner à cette vidéo une valeur plus importante en la partageant. Nous avons dit dès le début que ça ne va pas être quelque chose de... Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous allons nous arranger pour faire environ 30 minutes, nous assurer qu'en 30 minutes, on peut dire des choses essentielles, on peut dire des bonnes choses. Je crois que je vais me déplacer un peu ma caméra pour être au contrôle, parce que je l'ai placé au départ ailleurs. Je devais utiliser un logiciel pour faire cette diffusion. Maintenant, je suis obligé de la faire en direct. Donc, nous allons seulement souffrir ensemble de ce plan B. Comment on passe de la lune de miel à la lune de Nivaquine? Comment ça se fait que dans un couple qui se porte très bien, on arrive à déplacer les choses? Je vais déplacer ma caméra très rapidement. Ok. De la lune de miel à la lune de Nivaquine, comment ça se fait? Comment est-ce qu'un couple qui se porte bien, un couple heureux, peut se retrouver dans une situation de bagarre permanente? Comment un couple, je ne sais pas si vous avez souvent été à la mairie pour voir les différents mariages. Comment est-ce que ça se fait qu'un couple qui se porte bien se retrouve dans les situations compliquées? Comment est-ce qu'un couple qui était prometteur, où on imaginait que ça va être vraiment la totale, comment ce couple se retrouve dans les situations compliquées? Comment ça se fait? Et c'est ça l'objet un peu de notre rencontre de ce soir, essayer de discuter de ce qui fait de notre couple, qu'est-ce qui fait que notre couple parte de la bonne situation à la difficulté. Bonsoir Kandé, bonsoir à Samuel, bonsoir à Taboué, qui n'a pas écrit mais je sais qu'elle est connectée. Bonsoir à Giovanni. Merci vraiment, nous n'allons pas prendre du temps ce soir, nous allons aller très rapidement. Mais pendant ce temps, essayez de partager nos vidéos chez vos amis. Vous en avez beaucoup, essayez de partager un maximum. Moi, je suis en train de partager aussi. Je souhaite que vous aussi vous partagez un maximum. La prochaine fois, je crois que beaucoup d'entre vous savent comment on partage des vidéos. Je ne dis pas de partager sur votre statut, mais je dis de partager à vos amis. Partagez dans les groupes. Dites à vos amis quelque chose. Dites-leur que nous sommes là et qu'ils peuvent participer à notre rencontre de ce soir. Je peux envoyer à des amis. Alors je vous propose une démarche, c'est-à-dire allez dites partager et choisissez Messenger. Et dans Messenger, vous envoyez seulement, envoyez à vos amis. Et vous allez voir qu'ils vont tous recevoir le message et ils vont se connecter pour que nous partagions ces choses ensemble. Ça, ce n'est plus le genre de choses qu'on mange seul ou on profite seul. C'est le genre de choses qu'on doit partager ensemble. Voilà, j'envoie au groupe. Moi aussi, j'ai envoyé. J'envoie à tous mes amis qui se présentent là, Stéphane, tous ceux que je vois là, qui sont à côté. Je leur envoie. Donc, il suffit, je ne sais pas si vous voyez si mon écran est bien visible. Vous voyez, quand vous dites partager, il y a des noms qui s'affichent et vous cliquez simplement sur envoyer. Quand vous dites partager à des amis, vous dites seulement envoyer, envoyer, envoyer. Et ils vont recevoir vos différents envois. Ils vont tous recevoir cela. Et donc, dans quelques minutes, je vais m'engager. Mais pour le moment, j'essaie d'envoyer un maximum aussi. On se dit, il faut choisir le bon moment pour faire notre direct. Qu'est-ce qui peut faire qu'un couple où tout se porte bien se retrouve dans les difficultés? Qu'est-ce qui peut bien faire ça? Qu'est-ce qui peut bien faire que un couple qui se porte bien se retrouve dans des difficultés graves? Donc moi, j'envoie à tous ceux que je connais là. Maintenant, je vous laisse la possibilité de partager aussi à vos amis.
Le thème du jour, c'est de la lune de miel à la lune de Nivakin. On m'a demandé pourquoi Nivakin. En fait, le thème même, c'était de la lune de miel à l'amertume. Et Ruth, qui est une de mes filles, au moment où j'arrive à Douala avec le livre 21 jours pour son conjoint, elle poste le livre sur son statut. Et elle écrit, au lieu de passer le temps dans une lune de Nivakin, revenez dans la lune de miel en utilisant le bouquin du coach Fondi. Et donc je lui dis, mais ce que tu as écrit dans ton statut là m'intéresse. Parce que ça révèle quelque chose qui se passe dans la plupart des couples. Beaucoup de couples souffrent et ne comprennent pas comment ils sont partis d'une situation où tout allait bien à une situation compliquée, à une situation où on n'arrive plus à rien gérer. Expliquez-moi comment deux personnes qui se sont fait des vœux, qui ont parlé, qui ont dit des choses le jour du mariage, peuvent se retrouver ennemis aujourd'hui. Pas ennemis qu'on ne veut pas se parler, mais ennemis qu'on veut s'abattre. La semaine dernière, un ami m'a invité à prendre un pot et il en a profité pour me présenter un homme qui avait une difficulté conjugale. Et il lui a dit, c'est un conseiller matrimonial, c'est un conseiller conjugal, il peut t'aider. Et quand je discute avec le monsieur, il me dit, j'ai beaucoup supporté, mais je n'y crois plus. Alors je lui dis, pourquoi tu n'y crois plus? Il dit que parce qu'elle veut me tuer. Ma femme veut me tuer. Elle pose des actes qui démontrent qu'elle veut me tuer. Je ne peux même plus manger à la maison. Je ne peux plus boire. Si je laisse un verre, je ne bois plus. Je parle d'un couple. Je parle de deux personnes mariées qui en arrivent à cette situation. Ça, c'est ce qui parle. Beaucoup arrivent à des situations plus graves. Bonsoir Michel Mougnon. Merci à Giovanni. Partage au maximum. Il faut que nos amis soient avec nous ce soir. Et donc, tu as comme ça des gens qui se retrouvent dans une situation grave. Lui, c'est peut-être le pire, c'est-à-dire que la mort est déjà à côté, mais il y en a qui commandent même des espions qui accompagnent le conjoint partout où il va. Des personnes qui vont même le brutaliser. Il subit des accidents, il y a des pressions dans son lieu de travail parce que son conjoint ne veut plus de la relation. Comment on a pu faire pour aller d'un mariage qui marchait, qui donnait des résultats, à un mariage qui a échoué? Comment on a pu faire pour aller d'un mariage où tout se passait bien à un mariage où on se tient à distance, où on n'arrive plus à être ensemble, où la présence de l'autre choque, où les paroles de l'autre perturbent, où on change d'attitude quand il ou elle arrive? Comment on arrive là? C'est ça le vrai questionnement. Nous n'allons pas mettre du temps aujourd'hui parce que ce thème va être découpé en plusieurs petits morceaux pour que nous puissions entrer dans le fond des choses. Entre-temps, en attendant que nos amis nous rejoignent, je voudrais vous informer que il y a ce livre que j'ai mis sur, je vais dire sur le marché, 21 jours pour son conjoint. Et à cause de ce livre-là, nous avons créé un groupe Facebook dans lequel nous discutons des éléments contenus dans ce livre. Et dans la discussion d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posé une question parce que nous développons sur quelque chose qu'on appelle le stimulus et réponse. Nous étions en train de démontrer que dans un couple, on a toujours le choix. C'est-à-dire que la réponse que nous avons dépend de nous, pas de l'autre. Bonsoir Stéphane et bienvenue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que j'étais obligé d'agir d'une certaine façon à cause de ce qu'il a fait. Nous avons essayé de démontrer dans le livre que Viktor Frankl, qui a vécu dans un camp de nazis, dit que nous avons toujours la liberté de choisir. C'est-à-dire même s'il y a une arme sur la tempe, on a toujours la liberté de choisir. Et donc dans cette liberté de choisir, on doit donner la réponse. On n'est pas là pour réagir. Et beaucoup de conjoints sont dans la réaction et non dans la réponse. Et donc, ce frère a posé la question de savoir que c'est vrai qu'il y a un espace entre ce que l'autre dit, fait ou comment il agit et la réponse que je lui apporte. Et cet espace-là me donne le temps de réfléchir à la réponse qu'il faut lui apporter selon l'esprit de ce que lui il a posé comme acte. Parce qu'un acte peut être un acte provocateur, mais un acte peut être un acte de détresse. Peut-être vous ne le saviez pas dans les couples. Il y a des comportements des conjoints qui en réalité sont des messages d'alerte. Il y a des violences conjugales qui sont en réalité des cris de détresse. Et donc si toi tu regardes seulement la violence et que tu ne regardes pas ce qu'il y a derrière cette violence-là, est-ce qu'il n'est pas en train de crier au secours? Tu risques de te retrouver dans un faux combat.
Et donc lui pose la question de savoir, d'accord, d'accord que je dois bien répondre, d'accord que je dois prendre des dispositions pour être la personne qui répond bien. Mais maintenant, je vais me mettre à la place de celui qui parle. Comment est-ce que moi je dois agir pour que l'autre n'ait pas l'impression que je l'ai acculé? Comment je dois agir pour que l'autre ne se trouve pas coincé? Comment je peux bien communiquer? Alors il a demandé comment on peut bien communiquer, mais je voulais lui dire, Enoch, je ne sais pas si tu es connecté actuellement, je voulais te dire que pour bien connecter, pour bien communiquer, on ne peut pas répondre à cette question en 5 minutes. Dans le groupe du livre, le groupe Facebook du livre, nous allons développer longuement sur ce livre-là. Et nous allons revenir sur ce thème-là. Mais il y a ça, qui est la communication. Hein, la communication, comment instaurer un système de communication dans le couple, qui est un outil de travail que nous avions mis en place. Je vais donc lire dans cet outil la réponse que je vais te donner. En attendant, si tu veux commander l'outil, libre à toi, il est entièrement disponible. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit un excellent livre. Il s'appelle Norman White. Le livre c'est Before You Say I Do. Avant de dire je le veux. Ça c'est pour les gens qui veulent se marier. Et il explique donc avant de dire je le veux, il faut comprendre comment on communique dans un couple. Il dit que dans un couple, il y a 3 choses qui interviennent dans la communication. Il y a le temps, il y a la forme et il y a le fond. Normal dit que le message que tu donnes, qui sort de ta bouche ou de tes écrits, ne vaut que 7% dans l'impact de ce que l'autre reçoit. 7%. Ce que tu dis de ta bouche ne vaut que 7% de ce que l'autre reçoit. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que une bonne communication ne dépend pas seulement de la qualité du message, mais dépend de la tonalité et du non-verbal. Norman White dit que le non-verbal fait 55% du débat. 55%, c'est-à-dire quoi? L'attitude, les gestes, les silences, ça fait 50%, 55% d'impact. Ça veut dire, Enoch, que quand tu parles à ta femme, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui a le plus d'impact, c'est la manière, c'est les gestes et c'est même les silences. Parce qu'il y a des silences qui sont parlants. Et donc, habille donc ton message, qui ne vaut que 7% de l'impact, par des attitudes qui permettent à l'autre de se concentrer sur le message, des gestes qui concentrent l'autre sur le message et des silences qui ne sont pas comme des boudérés. Et il dit que la tonalité, la manière avec laquelle tu parles vaut 35%. Donc si on fait 35% plus 55%, ça fait pratiquement 90% du message. 90% de l'impact qui est lié à la tonalité et au non-verbal. Et le message lui-même ne vaut que 7%. Et les autres 3%, c'est aléatoire. Donc, si tu veux bien emballer ton message, prends dès aujourd'hui l'engagement de savoir comment faire de ton non-verbal quelque chose qui satisfait ton conjoint. Faire de ta tonalité quand tu lui parles quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose qui lui donne envie de suivre le message qui va suivre. Il faut que le message soit quelque chose qui est bien emballé dans un bon paquet. Le paquet là, nous on l'appelle soit l'amour. Que l'autre ressente l'amour dans tes propos au moment où tu viens lui présenter ce message. Je voulais donc commencer par là. Je voulais commencer par parler à Enoch pour répondre à sa question et encourager les autres en disant que le livre est actuellement disponible. Il est disponible sur Amazon, il n'y est pas encore, nous y travaillons parce que sur Amazon ça va être un e-book et même le hardcover aussi sera sur Amazon, mais pour l'instant nous travaillons pour que la qualité soit acceptable par le système d'Amazon sans difficulté. Donc, mais pour ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en Afrique, le document est disponible. Il coûte 3500 francs CFA. Il a 213 pages constituées de messages. Dans chaque chapitre, il y a un message. Ensuite, après le message, il y a un plan d'action, des choses que le message nous amène à faire. Après, il y a les exercices qu'on doit faire pour s'assurer qu'on a compris le message. Et il y a un défi, un challenge pour ce message-là. Et enfin, des sujets de prière que je vous propose pour pouvoir avancer. Je vous donne quelques thèmes de ce livre-là. Le premier jour, le thème c'est la première réponse. Le deuxième jour, le thème c'est les qualités derrière les défauts. Vous ne saviez certainement pas qu'il y a derrière les défauts de certaines personnes les qualités.
Le troisième jour, c'est le troisième chapitre, c'est les choses communes, les accords sur les désaccords, toujours seul égoïste, qui suis-je, anticiper sur nos besoins, se plaindre sans accuser, ainsi de suite, ainsi de suite. Le manuel est entièrement disponible. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir dans votre bibliothèque. Vous pouvez le lire à tout moment. Vous pouvez animer un challenge de groupe avec ce manuel. Vous prenez le vôtre et vous demandez aux autres d'acheter le leur pour que nous puissions partager avec eux sur la base de leur manuel. Donc voilà un peu pour parler du document. On va peut-être y revenir si j'ai des questions concernant le document. Je suppose que vous êtes connecté. Je suppose que vous êtes là parce que je n'ai pas de retour pour savoir si vous me suivez toujours. Bienvenue à tous. Je vais continuer à envoyer à certaines personnes. Moi, j'envoie comme ça systématiquement en espérant que vous aussi vous faites la même chose pour qu'on puisse terminer rapidement notre truc. Alain, je t'ai envoyé, j'ai annulé, mais je te renvoie. Alors, Alain Bright, c'est celui qui a conçu ce joli t-shirt. Alain, c'est un frère. Et il a beaucoup de talent, j'apprécie beaucoup le travail qu'il fait. C'est lui qui m'a offert le beau tricot 21 jours pour son conjoint. Donc maintenant, revenons à notre message. Revenons à notre direct. On est en train de développer sur comment on peut passer de la lune de miel à la lune de Nivakin. La première chose qu'il faut expliquer pour qu'on se comprenne, pour que ceux qui ne sont pas encore mariés commencent à prendre des dispositions, pour que ceux qui sont mariés reprennent les dispositions, c'est que le mariage est un engagement. Le mariage est un engagement. Première chose. L'amour conjugal est un engagement, une décision qu'on prend. L'amour conjugal est une décision. Et l'amour conjugal consiste à aimer la personne non aimable. L'amour conjugal ne consiste pas à aimer quelqu'un qui est aimable uniquement. Cela veut dire que votre conjoint qui n'est pas aimable a droit à votre amour. Parce que son amour ne se mérite pas. Qu'on ne vous y trompe pas, l'amour conjugal ne se mérite pas. C'est le devoir de l'autre d'apporter à l'autre l'amour dont il a besoin. On en a parlé ici de Gary Chapman qui a écrit les langages qui permettent d'exprimer l'amour à l'autre. Je vous ai même donné à l'époque le lien qui permettait d'entrer dans le site internet et voir quel est le langage d'amour de son conjoint. Sorry, je vais arrêter le son là. J'ai un double son, donc je suis avec vous. Je crois que le volume est bon. Merci Michel, parce que je me demandais si vous êtes là. Je disais donc que l'autre a besoin de votre amour et quel que soit ce qu'il est, il a droit à cet amour-là. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vas à la mairie pour dire je me marie, tu entres dans le travail d'offrir à l'autre de l'amour. Son amour ne se mérite pas. Si quelqu'un vous dit que ton conjoint a besoin de mériter ton amour, il te trompe et il veut détruire ton couple. Ton conjoint a besoin de ton amour, il n'a pas besoin de le mériter. Mais maintenant, si je discute avec ton conjoint, je vais lui dire facilite la tâche à l'autre qui a pour devoir t'accorder de l'amour, de t'apporter de l'amour, facilite-lui la tâche. Facilite-lui la tâche. Mais toi, tu ne peux pas trouver comme prétexte que comme il fait comme si, comme elle fait comme si, je ne peux pas lui accorder mon amour. Ce n'est pas possible. Et donc, on revenait là-dessus. On a dit le mariage est un engagement. L'amour est une décision. Mais l'engagement du mariage est triple. Le premier engagement du mariage, c'est l'engagement des émotions. Et beaucoup de gens s'arrêtent dans l'engagement des émotions. C'est-à-dire que comme le cœur bat, il s'arrête là. Mais le mariage ne s'arrête pas au cœur qui bat. Il y a aussi l'engagement de la raison. J'ai dit lors d'un direct que quand nous avons cru, quand nous sommes devenus chrétiens, Dieu nous a laissé notre cerveau. Ce n'était pas pour rien. Il y a beaucoup de gens qui disent non, je ne me gêne pas, Dieu va se charger d'aimer mon conjoint à ma place. Non. Dieu peut aimer votre conjoint au travers de vous, pas à votre place. Dieu ne vous a pas créé d'eux pour venir encore jouer un rôle à l'intérieur. Il peut, si vous vous disposez, passer par vous pour accorder à votre conjoint l'amour dont il a besoin.
Et donc on dit, non, je ne fais rien, je me limite à ce que je peux faire, je prie simplement, et Dieu lui va aimer mon conjoint. Non, 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 non. Je vous mets au défi de me montrer un couple dans lequel Dieu est venu faire la vaisselle, dans lequel Dieu est venu servir à manger, dans lequel Dieu est venu laver les enfants. Ça n'existe pas. C'est au travers de l'un que Dieu va agir sur l'autre. Dieu ne peut pas faire irruption dans votre couple pour essayer de donner des instructions qui détruisent la relation conjugale. Donc, on a donc cet engagement de la raison qu'on doit développer. Mon frère, quand tu t'es marié, ça veut dire que dorénavant, tu dois réfléchir. Hein? Bienvenue Louise. Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir par ton cerveau pour savoir comment je peux vivre avec cette personne de manière heureuse, sans forcément la transformer. Comment je peux me transformer moi pour être capable d'être heureux avec l'autre personne. Il y a un auteur, je crois que c'est Gary Thomas, qui dit que il y a toujours une surprise qui vous attend quand vous vous mariez. Stéphane Elaïe vient de se marier il n'y a pas longtemps, peut-être nous dira. Il y a toujours quelque chose qui nous surprend quand on est marié. Soit vous ne trouvez pas ce que vous croyez que vous allez trouver dans le mariage, soit vous trouvez quelque chose que vous ne croyez pas que vous allez trouver. Et donc, quand quelqu'un est au courant de ça, qu'il y a une surprise qui m'attend, comment peut-il encore être surpris? Comment on t'a informé lors des fiançailles qu'il y a une surprise qui t'attend? Comment peux-tu encore être surpris? Au point de dire, je ne savais pas qu'il est comme ça. Je ne savais pas qu'elle est comme ça. Mais cette surprise-là, on peut l'anticiper, on peut la préparer. Si vous lisez le manuel, il y a tout un enseignement là-dessus. Je vais voir le chapitre. Chapitre 8. Chapitre 8 du manuel. On parle de comment on anticipe. Comment j'anticipe dans une relation conjugale. Comment j'anticipe pour ne pas être surpris par ce qui va arriver. Les gens sont donc restés focalisés sur les émotions. Les émotions. Mais ils ont refusé de travailler sur l'intelligence. Mais même quand ils travaillent sur l'intelligence, il y a un autre engagement qu'ils ont pris et qu'ils prennent à la légère, c'est l'engagement de la volonté. Il faut avoir la volonté de préserver son mariage. Souvenez-vous, quand vous êtes marié, on a toujours posé cette question-là. Voulez-vous prendre pour époux monsieur ou mademoiselle telle ici présente? Donc, on dit, tu dois engager ta volonté. Si tu n'engages pas ta volonté, on ne te remarque pas, ça ne te donne pas. Bienvenue Valma. Il faut que tu engages ta volonté. C'est-à-dire que ta volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a un musicien Douala qui l'a dit, il a dit, ma femme c'est ma femme, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. C'est-à-dire que là c'est la volonté, ce n'est plus l'intelligence non seulement, mais il a engagé sa volonté, et comme il a engagé sa volonté, il peut maintenant réfléchir de manière sereine, en disant, je connais le résultat que je vais atteindre, et voilà le travail que je dois faire pour atteindre ce résultat. Cela veut dire que ce n'est pas seulement l'intelligence qui détermine la volonté, mais la volonté guide l'intelligence. Et les émotions vont suivre. Laissez les histoires des émotions là. La première étape du mariage, le premier palier du mariage s'appelle la phase romantique. Si vous suivez la conférence des couples qu'organise le ministère Family Life, dont ça a été créé par Denis René au Cameroun, je crois que c'est Family Life, c'est Campus pour Christ qui s'en occupe, et dans d'autres pays c'est Agapé et tous les autres ministères qui sont associés à CRU International, non, Campus pour Christ International, et qui diffusent ces enseignements-là. Ils disent dans leur enseignement que la première phase du mariage s'appelle la phase romantique. Dans la phase romantique, tout est beau. On est content d'être avec l'autre. On pense que l'amour ne finira jamais. On n'imagine même pas qu'il peut nous faire du mal. C'est-à-dire que même ses défauts sont exaltés. Il vole, on dit que non, c'est un grand voleur. Il commet des péchés, on dit qu'il a des péchés mignons. C'est-à-dire qu'on trouve toujours un qualificatif pour édulcorer le mal qu'il peut faire. Ça, c'est la phase romantique. Personne ne peut vous reprocher d'avoir une phase romantique. Personne ne vous le reprochera. Bienvenue Sylvie, diffuse autour de toi, chez les chantres là, qui viennent écouter le message de comment on passe de la phase romantique ou alors de la lune de miel à la lune de Nivakin. Donc je suis en train d'expliquer que pendant la phase romantique, tout est facile. Tout est cool. Et pour ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est à cette phase-là, jeunes frères, jeunes sœurs, qu'il faut
mettre les fondations de votre couple. Beaucoup de couples se retrouvent dans la lune de Nivakim parce qu'ils se sont laissés entraîner par la phase romantique. C'était une romance qui ne dépendait pas d'eux, ça allait de soi. Et pendant que ça allait de soi, ils n'ont pas essayé de creuser les sillons qu'il faut pour que, après leur brouette, traverse les difficultés. Ils n'ont pas essayé de mettre les ponts qu'il faut entre eux pour que quand la difficulté arrive, elle passe en dessous du pont. Ils sont restés là à se regarder, hein, à manger dans les restaurants, les beaux restaurants, à se dire chérie, on s'aime, je t'aime, mais ils n'ont pas bossé, pour améliorer leur relation conjugale. Et donc je dis, pendant cette phase romantique-là, si tu n'investis pas pendant la phase romantique, la phase des réalités va vous briser. Une jeune soeur est venue me dire que tonton, je ne savais pas que mon mari allait transpirer. Quand je le voyais beau, avec des bons parfums pendant les fiançailles, je n'imaginais pas que c'est quelqu'un qui transpire. Tonton, il transpire et il ronfle. Et ça, c'est la phase de réalité. Ça dit, la réalité commence à vous rattraper. Mais cette réalité peut soit détruire le couple, soit le consolider. Si vous avez, avant la réalité, investi dans la romance en nous disant, pendant que je suis romantique, j'écoute quand même les ronflements du gars. Ce n'est pas une symphonie, c'est un ronflement. Parce que d'autres refusent d'écouter le ronflement et disent que, oh, j'aime vraiment quand mon mari ronfle, on dirait une symphonie de Beethoven. Non, c'est un ronflement. C'est à ce moment que je commence à me former à pouvoir résister à ces ronflements-là. C'est à ce moment que je commence à me former pour l'aider à sortir de ces ronflements-là. Donc, il y a la phase romantique dans laquelle, Christelle, tu me suis, tu es dans la phase romantique, tu viens de te marier. C'est dans cette phase-là qu'il faut bosser dur. Ce n'est pas la phase de dormir. C'est la phase-là qu'il faut bosser dur pour que quand la réalité arrive, vous l'avez déjà anticipé. Madame sait déjà que le mari ronfle. Le mari sait déjà que la femme est paresseuse. On a déjà travaillé ça pendant la phase romantique. Parce que pendant la phase romantique, tu ne peux pas savoir que la femme est paresseuse puisque vous mangez au restaurant. Puisque moins de choses, vous démarrez la voiture, vous allez dans un fast-food. Vous ne savez pas qu'on peut aussi travailler à la maison pour préparer. Donc voilà les choses qui arrivent si on ne sait pas bien préparer. Mais c'est donc toutes ces petites choses-là qui commencent à amener de l'amertume. La lune de miel, on dit miel parce que c'est sucré, tout est beau, tout est bon. Ça devient la nivaquine. Et j'ai choisi le mot nivaquine, chloroquine, parce que je pense à la pandémie qui est actuelle. Et je me suis dit, comme on a 3 séances pour parler de ce thème, demain on y revient et après-demain on y revient. Comme on a 3 séances pour parler de ce thème, aujourd'hui je vais parler de quelques éléments qui entrent dans le combat contre la lune de Nivaquine. Beaucoup de personnes se marient. J'ai reçu une jeune femme aujourd'hui. Je ne sais même pas si elle est connectée avec nous maintenant. Youssouf, bienvenue à toi. La jeune femme est venue à mon bureau. On a discuté aujourd'hui. Et nous avons partagé sur beaucoup de choses. Et l'une des choses sur lesquelles j'ai commencé à lui poser des questions, je ne vais pas la citer, c'était: avez-vous conçu votre mariage déjà? Elle me dit: je ne suis pas encore marié. J'ai dit: oui. Vous êtes fiancé? Avez-vous déjà une idée du mariage dans lequel vous voulez vivre? C'est l'une des choses qui détruit le mariage. C'est l'une des choses qui rend la chose, la lune de miel, lune de Nivaquine. Vous avez une jeune femme ou un jeune monsieur qui vient de se marier. Elle connaît son conjoint, ils sont cool, tout va bien. Et puis subitement, elle découvre que ce qu'elle veut réaliser avec lui, il n'en a pas les capacités. Et du coup, pour elle, c'est un problème. Qu'il n'ait pas ses capacités est un problème pour elle. Elle veut qu'il ait ces capacités-là, absolument. Elle ne se met pas à l'idée qu'elle peut modifier le projet pour trouver un projet qui sied avec les capacités de son mari. Non, son mari doit changer. Or, nous tous, nous avons appris ça, qu'un homme ne peut pas changer un homme. Sauf si tu veux souffrir. Sauf si tu veux avoir des soucis. Tu ne peux pas changer un homme. Si ses parents avaient pu le changer, il aurait changé depuis. Mais ses parents qui pouvaient le brimer, le fouetter, tout n'ont pas pu. Toi, ce n'est pas parce que son cœur bat pour toi que tu peux penser que tu vas venir là, et puis tu vas dire change, le gars change. Il peut donner l'impression d'avoir changé, mais chasse le naturel, il revient toujours au galop. Donc ça va revenir. Il va revenir là-dessus. Donc, concevoir le mariage veut dire quoi? Concevoir le futur mariage dans lequel nous allons vivre. Cela veut dire s'asseoir à deux. Même pour ceux qui sont mariés, on peut encore en parler maintenant. On s'assoit à deux, on mesure nos capacités.
On dit on ne peut pas faire ceci. Faisons ce qui va nous permettre de nous épanouir. Notre épanouissement ne vient pas des grandes choses forcément. Notre épanouissement peut venir aussi de la capacité à faire ensemble des petites choses. Et on se dit nos capacités sont moindres. Faisons ces petites choses et soyons heureux dans nos petites choses que d'être malheureux dans les grandes choses qu'on n'arrive pas à concevoir. Et beaucoup de couples souffrent comme ça parce on veut concevoir des grandes choses et on n'arrive pas. On n'arrive pas à les concevoir. On n'arrive pas à concevoir ces grandes choses qu'on aimerait faire parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc la deuxième chose, j'ai dit la première chose, quand on veut sortir de cette lune de Nivakin, la première chose c'était de reconnaître que quand on s'est marié, on a pris 3 engagements. L'engagement des émotions, l'engagement de l'intelligence et l'engagement de la volonté. Et j'ai dit dans ce premier point qu'il faut que la volonté soit celle de préserver sa relation conjugale. La volonté soit celle de revenir à la lune de miel. Et dès que la volonté de revenir à la lune de miel se met en place, on impose au subconscient. On impose au subconscient de réfléchir à l'idée de revenir à la lune de miel. Et c'est comme ça que l'intelligence qui va comment on va dire ça? L'intelligence qui va s'investir, l'engagement de l'intelligence sera intelligence pour revenir à la lune de miel, pas intelligence pour aller au divorce. Donc on est là d'accord. Et la deuxième chose que je suis en train de dire, c'est que nous devons concevoir le mariage dans lequel nous voulons vivre. Et la conception de ce mariage-là doit être fonction des capacités de conjoint. Ne conçois pas un mariage qui est au-delà de vos capacités. Ça veut dire que tu veux souffrir. Conçois un mariage qui sied avec vos capacités. Parce que là, vous êtes à 2. Si c'était une affaire de toi seul, j'aurais dit, mets la barre haute, comme ça t'oblige à faire plus d'efforts pour y arriver. Mais vous n'êtes pas seul, tu es avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas l'amener là où il ne veut pas aller. Et donc c'est en étant d'abord heureux avec le peu que vous avez, en étant heureux avec ce que vous avez, que vous pouvez arriver à vouloir un peu plus, ensemble. Pas une seule personne. Bienvenue Ginette, hein, et bienvenue coach. Coach Darcy est connecté. Bienvenue à toi. Merci. Grand coach, merci vraiment d'être là. Je suis en train de parler de comment quitter la lune de Nivakin, quitter l'amertume. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai parlé de la phase romantique et j'ai dit il faut la capitaliser. Il faut capitaliser la phase romantique. Vraiment, il n'y a pas un mariage qui ne commence pas par une phase romantique. Si un mariage commence sans romance, c'est qu'il y a un problème. Je sais que dans les milieux chrétiens, on dit non, j'ai discerné. J'ai discerné la volonté de Dieu et je suis tombé sur le conjoint tel. Et on dit, ok, comme j'ai discerné la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a voulu que je l'épouse, point. Moi, je n'enseigne pas ça. Je dis, Dieu te montre un conjoint, c'est pour que tu puisses vivre la romance avec lui. Dieu ne te montre pas un conjoint pour être là et te dit, fais ça, fais ça. Il veut que tu vives la romance avec lui. Et donc, si tu me dis, j'ai discerné, et voilà le conjoint que Dieu m'a montré, et tu me dis, mon cœur ne bat pas pour lui, je dis, d'ici le mariage, ton cœur doit battre pour lui. Ça dit que tu dois rechercher cette romance-là. Tu dois rechercher l'affection qui doit naître du fait que c'est ton futur conjoint. Et cette affection vient des petites choses. Parce que quand tu commences à t'intéresser à quelqu'un, quand tu le regardes de près, tu vas commencer à trouver des choses que tu peux admirer chez lui. Tu vas commencer à trouver des petites choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Hein, Ginette, tu me suis très bien, non? Tu vas trouver des petites choses qui te disent, sur lesquelles tu ne savais pas qu'il pouvait les avoir. Mais ça, c'est parce que tu t'es rapproché de lui. Ce week-end, j'étais avec une jeune dame qui sont déjà se remarier. Et nous parlions de quelqu'un. Et très rapidement, elle a commencé à concevoir cette personne de manière un peu différente. Elle a commencé à décortiquer cette personne. Et c'est la même chose qui arrive quand tu prends l'engagement de te marier. Il faut que les émotions suivent. Quand tu commences à te dire, mais tiens, ce gars, il a une voix que je n'aime pas. Mais il est terriblement attentionné. Ce gars ne loupe pas une occasion de me rendre un service. Ou alors cette fille, elle ne sait pas faire à manger, mais je t'assure, sa compagnie est un privilège. Et c'est comme ça que va naître donc des sentiments, des émotions vis-à-vis de cette personne pour qui il n'y avait rien. Donc si tu dis que j'ai discerné et tu entres dans le mariage sans aucun sentiment, c'est qu'il y a un problème. Ça c'est un problème, on doit vous délivrer. Il y a quelque chose à gérer là. Parce qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un, on entre jusqu'au mariage alors que rien
aucune étincelle. Non, c'est qu'il y a un problème. Parce que cette phase romantique, et c'est là où j'étais, il faut la capitaliser. La capitaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que les choses sont faciles, pendant cette phase-là, c'est le moment de creuser. Creuser et recreuser. C'est ce que Jésus dit. Pour poser la bonne fondation, il faut creuser et creuser. C'est-à-dire, quand on creuse la première fois, on tombe sur un petit caillou qui dérange là. Non, on va au-delà, on recreuse. On va au-delà. Et donc, c'est pendant cette période-là où l'autre est prêt à t'accorder tout. Son temps, son attention. Il est prêt à accepter tes défauts. C'est à ce moment-là que vous devez travailler pour poser vos fondations. Et on va revenir demain sur d'autres éléments importants là-dessus. Donc voilà, pour commencer, pour introduire ce thème, comment un mariage prometteur peut devenir une catastrophe. Comment un mariage que tout le monde voyait, on disait voilà deux tourtereaux, peut devenir une maison de bataille, un champ de bataille, une arène de combat. Comment? Simplement parce que les deux n'ont pas réfléchi. Simplement parce que les deux n'ont pas engagé la volonté. Ils ont cru que les sentiments allaient les amener plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le coup de foudre ne dure pas. Et donc si tu entres dans le mariage parce que ton cœur bat, pam, 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 sache qu'il y a un moment où il va arrêter de battre. C'est à ce moment-là que l'amour par la foi commence, ça prend le relais, mais l'amour par la foi doit laisser la place à l'amour par la raison. La foi permet de supporter, surmonter un genre de difficulté qu'on rencontre. On a la parole qui nous donne toute l'espérance et tout l'espoir qu'il faut. Mais après, il faut que l'intelligence prenne le relais. Je ne veux pas vivre mon mariage dans l'espoir définitivement. Je veux bien qu'un jour quelque chose se réalise, se matérialise. Donc Dieu me donne cet espoir-là, cette espérance-là, pour que j'ai la base solide qu'il faut pour bâtir quelque chose venant de mon intelligence. Donc le mariage est une affaire d'intelligence. Le mariage est une affaire de compétence. Et on a besoin de développer cela. Stéphane, bon, c'est mon ami qui l'appelle Stéphane Covey a parlé de la dimension mentale qui est importante à développer. Quand tu as développé cette dimension mentale-là, tu es capable d'avoir des bonnes discussions avec ton conjoint, tu es capable de comprendre un certain nombre de choses de ce qu'il dit. Et il y a un autre auteur qui a écrit Couple complice, je crois. Dans Couple complice, il montre qu'il y a un certain nombre d'intimités qu'il faut développer dans le couple. Il y a les intimités émotionnelles, très bien. Il y a l'intimité sexuelle, très bien. Il y a de l'intimité spirituelle, très bien. Mais il y a l'intimité mentale. L'intimité mentale. Être capable de discuter avec ta femme qui n'a pas ton niveau. Être capable de discuter avec ton mari qui n'a pas ton niveau. Être capable de comprendre celui qui ne comprend pas. D'entrer dans les chaussures de celui qui ne comprend pas pour l'aider à comprendre ce qu'il faut comprendre, sans le lui imposer. Et il réussit à démontrer que sans cette intimité-là, vous ne pouvez même pas méditer ensemble. Parce que si vous n'êtes pas capable d'écouter vos avis réciproques, comment allez-vous méditer? Quand l'autre va dire, je pense que Jésus voulait dire ceci, toi tu vas dire, je pense que Jésus voulait dire cela, et il y a blocage. On n'avance plus, on dit, ah, stoppons. Allons nous coucher ou bien sortons, allons à notre rendez-vous. Bonsoir coach, bonsoir pasteur Théodore. Je rappelle que Théodore a les livres dont je parle depuis là. Il a ce livre à Bafoussam, il a une bonne quantité à Bafoussam. Si vous êtes à Bafoussam, vous pouvez avoir. Il y a Amel qui est au Congo, qui s'est aussi positionné pour distribuer ce livre au Congo. Nous sommes en train de travailler pour avancer. Je suis sûr qu'à la fin de ce partage, je vais discuter avec Darcy, coach Darcy, qui est un coach de très haut niveau, sur la manière de distribuer ce livre au niveau du monde. Merci coach d'être avec nous ce soir. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 21h. Je veux que nos rendez-vous soient à ce genre d'heure-là. Les heures où les gens sont déjà rentrés. Je ne veux pas donner les rendez-vous de journée comme si nous étions des enfants. Nous voulons des rendez-vous d'adultes où nous pouvons discuter tranquillement. Je rappelle simplement, le thème, c'est de la lune de miel à la lune de Nivakin. Maintenant, je peux prendre une ou deux questions pour ne pas aller trop au-delà de notre thème. Merci. Val Mathieu dit que le mariage est une affaire de compréhension. Et je vais ajouter qu'il n'y a pas que la compréhension, il y a la capacité à comprendre. C'est-à-dire que
On peut mal comprendre. On peut se tromper. Mais il faut être capable de comprendre. Il faut être engagé à comprendre. Il faut prendre, faire tous les efforts qu'il faut pour arriver à comprendre ce que l'autre te demande de faire ou de comprendre. Donc voilà un peu. Je voulais dire que comme on est à la fin, est-ce qu'il y a une ou deux questions? S'il y a une ou deux questions, je réponds rapidement à ces deux questions-là. Concernant le passage de la lune de miel à la lune de Nivakim. Je rappelle, j'ai fait ici les 12 choses qui mènent au divorce. Et j'ai fait la remarque de dire, on est étonné aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, que les divorces dans les milieux chrétiens sont en train de battre les divorces à l'extérieur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les gens peuvent avoir le Saint-Esprit et divorcer? En réalité, c'est que leur propre responsabilité, ce qui est de leur responsabilité, ils refusent de l'assumer. Ils refusent de l'assumer. Dans le livre, au chapitre, je vais vous dire le chapitre, il porte sur répondre à ses besoins. Anticiper sur ses besoins, chapitre 8. Dans le chapitre 8 de ce manuel, j'explique qu'un conjoint a 3 types de besoins. Les besoins que tu dois satisfaire, tu dois te former, tu dois t'équiper pour être capable de satisfaire ces besoins-là. Les besoins que Dieu doit satisfaire, personne d'autre ne peut satisfaire les besoins que Dieu doit satisfaire dans sa vie. N'essaye même pas de les satisfaire parce que tu serais en train de prendre la place de Dieu dans sa vie. Ce qui n'est pas une bonne chose. La Bible l'interdit d'ailleurs. Et la troisième chose, les choses qu'il doit satisfaire par lui-même. C'est-à-dire que tu peux l'aider à satisfaire ses besoins, mais tu ne dois pas satisfaire ce besoin-là. Tu peux l'assister dans la satisfaction de ce besoin-là. Exemple, un mari a besoin d'être le responsable de la famille, le chef de la famille. La femme ne doit jamais être chef de la famille, mais elle peut l'aider à développer son leadership. Elle peut l'aider à être un bon chef, sans jamais être chef à sa place. Donc voilà un peu quelque chose, quelques petits éléments. Gédéon dit bienvenue. Ouais, je te dis que l'amour vacille toujours. Il faut toujours se référer à la raison. Oui, ouais, la raison, c'est comme notre boussole. C'est comme notre boussole qui nous permet de nous rappeler là où nous allons. Et c'est pour ça que je conseille souvent aux jeunes qui veulent se marier, concevez le mariage dans lequel vous voulez vivre. Comme ça, chaque fois qu'il y a une petite dérive, ensemble, on se rappelle que nous sommes en train de quitter le cap. Ce n'est pas là que nous avons prévu aller. Nous avons prévu aller plutôt ailleurs. Donc voilà globalement ce qu'on devait faire. Giovanni dit, comment faire quand il n'y a pas d'attention dans le couple? Comment faire quand il n'y a pas d'attention dans le couple? La première chose, Giovanni, c'est que si ton conjoint n'est pas attentionné, cela peut vouloir dire qu'il ne comprend pas le mariage, donc son devoir dans le mariage. Ça peut vouloir dire aussi que son réservoir émotionnel, tel que Gary Chapman le définit, n'est pas plein. Donc il n'a pas encore suffisamment reçu pour pouvoir être attentionné. Ça peut être aussi une conséquence de son éducation. C'est-à-dire qu'il n'a jamais compris ce qu'on appelle l'attention parce que lui-même n'en a jamais connu. Et donc à ce moment-là, tu dois te mettre au travail. Un, pour lui montrer ce qu'on appelle l'attention. Pas en lui disant, viens, je te montre l'attention, mais en étant une personne attentionnée. Deux, tu dois t'assurer que son réservoir émotionnel est plein en essayant de parler le langage d'amour qu'il comprend. Et trois, tu dois combattre pour savoir s'il n'y a pas des barrières dans l'éducation qu'il a subie, qui l'ont amené à vivre de cette façon-là. En général, un homme doit aimer sa femme. En général, un homme doit être attentionné. En général, une femme doit être attentionnée. Quand deux conjoints se retrouvent, on devrait ressentir une espèce de flamme dans l'air qui montre que deux conjoints se sont retrouvés. L'autre demande où est-ce qu'on trouve le livre à Yaoundé et quelles sont les modalités. Le livre coûte 3500 francs CFA. Donc on va dire dans les 5 euros environ. 3500 francs CFA. Tu as mon contact. Si tu es disposé à payer le transport pour qu'un de mes collègues vienne te déposer le livre là où tu es, tu m'appelles et la personne vient te déposer le livre. Tu n'as qu'à payer au moment où il t'apporte le livre. Mais si tu veux que je dédicace le livre, il vaut mieux envoyer l'argent avant. L'autre, je crois que j'ai répondu à cette question. Et puis, comme j'ai promis qu'il faut que nous
respectons le temps que nous avons promis. Nous sommes déjà à 45 minutes. Je pense qu'on va se séparer là en se donnant rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Ne manquez pas. Continuons sur de la lune de miel à la lune de Nivakin. Nous allons voir demain d'autres aspects qui ont pu amener les gens à la lune de Nivakin parce que le sous-titre c'était ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va voir ces petites choses qui n'ont pas marché. Mais surtout, je voulais donner l'espoir à ceux qui y sont actuellement. Ceux qui avalent la Nivakin, non pas pour soigner le Covid, mais parce que le couple leur oblige à avaler la Nivakin. Je veux leur dire qu'il est possible de sortir de là. Qu'il y a un espoir. Que cet espoir-là, nous allons le voir ensemble. Nous n'allons pas faire ces vidéos-là uniquement pour perdre le temps, mais nous allons les faire parce que nous voulons apporter des solutions. Et c'est ça, et je vais vous rappeler de façon très claire, que beaucoup de gens disent, on ne sait pas à quoi sert un coach. On connaît qu'il y a les pasteurs, on connaît qu'il y a les hommes de Dieu. Le coach, c'est quoi? C'est bien, il y en a au moins 4 qui sont là connectés à ce moment-ci. Darcy, je parle sous ton contrôle. Le coach, c'est celui qui t'accompagne. Le coach, c'est celui qui te dit les choses à faire et qui contrôle ce que tu es en train de faire. Le coach, ce n'est pas celui qui fait à ta place. Actuellement, je suis en coaching de 90 jours avec Olivier Dacleux sur 200% productivité. Toutes les semaines, il m'envoie des vidéos, il m'interroge sur là où je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'ai fait. Et il me dit, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, fais cela. Et moi, je le suis parce que c'est ça le coaching. Quand tu es dans une équipe de football, il y a un coach. Il n'a pas été le meilleur joueur de sa carrière, mais c'est lui qui dit ce qu'on doit faire. Et pour que les choses marchent, on doit respecter ce qu'il fait. Et donc, voilà un peu ce que nous essayons de faire. Nous disons, pour chaque personne, on peut aider en le suivant progressivement à atteindre le résultat. Dans un couple qui a ce genre de difficulté, on peut le coacher progressivement pour qu'il atteigne le résultat escompté, pour qu'il sorte de la lune de Nivakin pour aller à la lune de miel. Louise, pour avoir le livre à aider, appelle-moi, inbox, on voit comment t'expédier le livre directement à aider. Hubert, je ne peux pas te prendre, je suis en ligne. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles pendant que je suis en ligne. Tu interrompes un peu mon message. Donc on peut le faire venir à EDA sans problème. Il coûte 2500 même si vous êtes à EDA. Dites-moi simplement, je vais envoyer quelqu'un chercher. Ou dites-moi, pardon, 3500 francs, excuse-moi. Il coûte 3500 francs. Dites-moi simplement comment on peut faire pour l'expédier chez vous et je vous le fais venir. En passant, comme il vient de sortir, si vous vous positionnez comme la personne qui reçoit le livre EDA pour le dispatcher, nous sommes partants. Sur ce, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez l'engagement, si vous êtes dans la lune de Nivakin, d'y sortir. Dites-vous ce soir, en dormant, priez le Seigneur et dites, voici une occasion qui se présente, Seigneur, je voudrais la saisir, je veux sortir de cette lune de Nivakin, je veux aimer mon conjoint, je veux vivre avec lui, je veux être heureux avec lui, et rien qu'avec lui. Bonne soirée, et que Dieu vous bénisse.